Séquence éduquée à l'art, éduquée par l'art. Nous avons le plaisir d'accueillir pour en parler. Tout d'abord, Jean-Pierre Chrétien-Goni, metteur en scène, directeur du théâtre Le Vent se lève, vice-président de la Fédération Île-de-France de la Ligue de l'enseignement. Michel Larive, député France Insoumise de l'Ariège, qui siège à la commission Affaires culturelles et éducation et auteur du livre Res Cultura, Res Publica. Et comme personne féminine, pour m'accompagner dans ce débat, Candida Rouliot, institutrice de maternelle luxembourgeoise, diplômée de conservatoire, ce qui veut dire qu'elle a des spécialités dans le théâtre et la danse. Alors, avant d'entamer des échanges sur ce qui, en fait, est l'éducation artistique et culturelle, et que nous avons choisi d'appeler « éduquer à l'art, éduquer par l'art », ce qui nous paraît plus simple et plus parlant, un petit préalable. Il ne s'agit pas, évidemment, de parler d'enseignement artistique, tel qu'il peut se faire dans les conservatoires et qui est l'apprentissage et la maîtrise d'une technique et de connaissances historiques par rapport à un art. Il s'agit bien d'un dispositif tout à fait particulier qui prend ses racines il y a plus de 50 ans. Et je vais demander à Michel Larive de bien vouloir nous parler un petit peu de cette éducation artistique et culturelle. Michel. Oui, merci Daniel. Bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'il fait beau chez vous, chez nous, c'est superbe. Gros bonjour d'Ariège. Donc, alors moi j'aimerais bien aborder cette question de l'éducation artistique en commençant par signifier le lien qu'il y a entre les deux piliers sur lesquels repose une véritable politique d'émancipation, c'est à savoir l'éducation et la culture. Alors, le confinement que nous vivons depuis l'année dernière, signifie quand même une mise sous cloche quasi totale de la culture au sens large. Alors là, totalement, ce sont les cinémas, les théâtres, les concerts, les musées, les lieux de patrimoine, les conférences. Et tout ceci a mis en lumière, en outre, les inégalités socio-économiques flagrantes, une dichotomie d'une part entre la consommation de masse des produits culturels et de l'autre un art dit savant. Et l'une et l'autre, d'ailleurs, s'adressant quelquefois à des publics spécifiques. Alors, l'accès à la culture a été euh, amplement compromis depuis un an, et donc, fatalement, des milliers d'artistes-auteurs se sont retrouvés en grande précarité. Et pour revenir à l'éducation artistique et culturelle, dans l'éducation nationale, notamment les sorties scolaires, donc les sorties scolaires notamment culturelles, ont brutalement été proscrites. Et aujourd'hui, le gouvernement n'a toujours pas consolidé le plan de reprise de la culture. Alors, certaines initiatives numériques ont eu pour effet de ponctuer un petit peu cette misérable année de certains moments de bonheur. Ça concorde quand même au passage avec une proposition du livret culture que nous avions faite en 2017 et qui consistait d'ailleurs en la création d'une médiathèque publique, numérique et gratuite afin de favoriser l'accès à la culture pour tous. Mais malgré tout, ce sont quand même les majors de streaming payantes qui sont sortis les grandes gagnantes de cette période de crise. Alors nous, dans l'avenir en commun, on promeut une école comme vectrice de culture ouverte et émancipatrice. Alors, je l'ai abordé dans le livre que tu as bien voulu citer, Daniel, Res Cultura, Res Publica, manifeste pour une politique culturelle, en appelant à la généralisation de l'éducation artistique et culturelle, mais dès le plus jeune âge. Alors, si, comme il est dit, l'éducation artistique et culturelle repose sur trois piliers: développer les connaissances des enfants en matière de l'art et de culture, favoriser les pratiques artistiques et accroître les liens
et rencontre des élèves avec les œuvres et les artistes, on peut aussi imaginer une instruction par l'art. Alors de tout ça, on devrait tirer une véritable ambition et encourager un égal accès à tous les enfants et adolescents à l'art et à la culture. Et enfin, pour finir cette première intervention, j'aimerais dire que l'éducation artistique et culturelle doit aussi pouvoir être accessible au monde des adultes. Et là, en ce sens, c'est l'éducation populaire qu'il faut mobiliser. Introduction dans le sujet. Déjà pour avoir mentionné l'absence de médiation dans tout ce qui a été fait pendant cette séquence Covid-19, où on a vu qu'il y avait effectivement peut-être une mise à disposition gratuite d'œuvres, mais jamais accompagnées d'autres choses. Et c'est bien de cette autre chose absolument nécessaire et vitale pour qu'il y ait éducation à l'art et éducation par l'art que nous souhaitons. Et peut-être pour parler du dispositif que Michel Larive évoquait, les 3 fameux piliers, peut-être vais-je me tourner vers Jean-Pierre Chrétien-Gony pour qu'il nous fasse un retour sur ce qu'il pense de ce dispositif. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, ce qui me préoccupe en préambule, c'est qu'il me semble que nous sommes encore et toujours obligés de rappeler pourquoi la culture et pourquoi l'art. Voilà, nous sommes en 2021 et cette question me semble toujours compliquée pour nos concitoyens. Il semble toujours que l'art et la culture restent quand même soit dans le domaine du divertissement, de la distraction, soit dans le domaine, on va dire, d'une culture qui n'est pas pour nous, parce qu'elle est réservée à un certain nombre de gens qui, on va le dire comme ça, l'ont confisquée. Donc c'est assez compliqué parfois de faire entendre à quel point l'éducation artistique et culturelle est centrale dans nos humanités. C'est ce qui nous fait humains d'être des êtres d'art et de culture, si je puis dire, hein. En tout cas des êtres de culture. Et l'art n'est qu'au fond la pointe d'un ensemble beaucoup plus vaste que représente la culture, c'est-à-dire nos manières d'être au monde. Donc cette question de l'éducation, elle est fondamentale, c'est-à-dire que ça vient pas tout seul. C'est pas quelque chose qui arrive parce qu'on est là et parce qu'on regarde autour de nous. Nous avons besoin tous de nous accompagner les uns les autres dans cette démarche que moi je caractériserais volontiers comme une démarche d'humanisation. Nos humanités ne sont pas achevées, et là, il suffit de regarder autour de nous pour le comprendre. L'art et la culture sont des vecteurs d'humanisation au sens très profond du terme. Donc les enjeux qui sont à l'œuvre là sont fondamentaux. C'est pas la cerise sur le gâteau, la culture. C'est le vin qui est dans la pâte. C'est ce qui nous unit tous. Donc cette injonction qui nous est faite au fond d'humanité passe par le travail de l'art et de la culture, et évidemment par des dispositifs qu'il faut bien inventer pour la déployer, mais la déployer dans un sens qui n'est pas simplement l'ouverture des portes des musées, l'ouverture des portes des théâtres. Oui, mais ça suffit pas. C'est pas la gratuité. C'est pas simplement d'ouvrir les télévisions sur des événements culturels, c'est faire en sorte qu'on devienne acteur au sein des pratiques culturelles. Alors moi, je défends évidemment un point de vue qui est... Enfin, évidemment, c'est mon lieu de travail. Je défends vraiment le point de vue de l'éducation populaire. C'est-à-dire, c'est un endroit où, précisément, on tente pour les enfants et pour les jeunes, mais aussi pour les adultes, d'entreprendre ce travail actif de mise en œuvre de l'art et de la culture. L'éducation, elle est à ce titre, dans l'éducation populaire, il y a éducation, il y a populaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pour moi fondamental, c'est au fond d'entrer dans ces pratiques, dans ces questions par la pratique. D'accord. Alors oui, les connaissances, oui, l'accès aux institutions, mais comment est-ce qu'on redevient au centre de ces affaires-là des sujets qui se préparent à agir. Et l'émancipation, elle passe, si je puis dire, des citoyens, elle passe par cette capacitation, cette possibilité qui est en nous d'être créatifs, cette possibilité d'inventer, cette possibilité de créer de nouvelles significations et de nous articuler à des significations, si je puis dire, des représentations qui existent déjà dans nos cultures, que ce soit dans nos cultures patrimoniales, dans les œuvres qui sont à notre disposition et sur lesquelles nous sommes bâtis.
Donc je dirais volontiers que un effort particulier pour moi doit être fait dans cette dimension des pratiques, de l'accompagnement des pratiques. Ça se fait déjà, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, et en ouvrant ainsi la porte des grands systèmes éducatifs aux acteurs de l'art et de la culture, c'est-à-dire aux artistes, c'est-à-dire aux équipes qui interviennent, qui sont en capacité de produire des significations, pour le dire comme ça, de produire des représentations, de mettre en œuvre le travail artistique et culturel là où il doit être nécessairement. Et peut-être à cette occasion, alors du coup, très concrètement, nous avons à nos côtés Candida qui est une institutrice et qui, elle, est imprégnée de cette démarche. Candida, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience et de ce que tu en a retiré et de ce que tu nous amènes à décrypter de toutes les dimensions de l'éducation artistique et culturelle? Oui, bonjour. Bonjour à vous tous. Oui, effectivement, voilà, ça fait déjà quelques années que je suis institutrice donc, à Luxembourg. Pour moi, éduquer par l'art ou éduquer de l'art ne va pas l'un sans l'autre, en fait. Être enseignante n'est pas seulement enseigner des matières comme français, allemand et ces matières de base, mais en fait, l'activité artistique, pour moi, ça crée comme une émergence intellectuelle. Pour moi, c'est vouloir s'exprimer par l'art, que ce soit par la danse, le théâtre, les petits courts-métrages, des choses comme ça que je fais avec les enfants. Ça ne vient pas simplement comme ça, c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne dans notre formation à l'université qu'on a eue, mais je trouve que c'est une prise de conscience déjà qui commence par moi, donc une prise de conscience quand je deviens enseignante, donc je travaille avec des petits-enfants, je suis enseignante en maternelle, mais même si je serais professeure dans un lycée ou quoi que ce soit, le cycle où on est, il faut que la personne qui a ces petites personnes, c'est pas de l'argent, c'est pas des matières, c'est pas des cartons qu'on stocke. Il faut être consciente d'abord, qu'est-ce que je veux éduquer, qu'est-ce que je veux transmettre, quelles sont les valeurs un peu plus généralisées et qu'est-ce que je veux avoir comme but à la fin, après ce cycle de 2 ans qui dure chez nous, qui peut être rallongé par cycle 3 ans. Mais qu'est-ce que je veux retirer de ces enfants? Qu'est-ce que je veux? Pour moi, c'est un désir que l'enfant ait une prise de conscience pour s'aventurer un peu dans l'inconnu, de lui enlever des angoisses qui peuvent déjà être transmises par la société, par parents, par le vécu, où l'enfant est né, où l'enfant a vécu déjà en 4-5 ans. Et en fait, de lui laisser de la place pour argumenter, lui laisser de la place pour s'expliquer par tous les moyens de l'art, parce que j'ai un parcours aussi artistique assez prenant, de presque 30 ans. J'ai fait le conservatoire de musique, mais en danse et en art dramatique et diction. Et le fait de transmettre tout ça avec les parents, avec les enfants et les enseignants, et de formation, parce qu'ici au Luxembourg, on a aussi la possibilité de faire des formations à l'Institut de formation chez nous qui s'appelle IFEN, qui nous permet aussi de donner des formations à d'autres enseignants et d'en prendre aussi. Donc on est tout le temps en train, dans une émergence un petit peu, de prendre sa liberté pour apprendre des choses et se mettre un petit peu à la place des petits-enfants, comment eux ils se sentent. Oui, alors là, Candida évoque le fait que l'éducation artistique et culturelle met en jeu évidemment plusieurs intervenants, que ces intervenants doivent être formés. Et c'est peut-être l'articulation de tout cela. Alors pour rappeler les 3 grands points importants de l'éducation artistique et culturelle: le voir, le faire, l'interpréter. Voir étant la mise en contact avec une œuvre, ça peut être assister à un spectacle, ça peut être rencontrer une œuvre qui peut
peut-être dans le paysage urbain. Voilà, c'est la fréquentation des œuvres. Le faire, c'est autre chose. C'est ce qu'est évoqué Jean-Pierre Chrétien-Gony tout à l'heure, la pratique personnelle. Dans un cadre collectif ou une pratique plus individuelle, par exemple la pratique d'acteur, enfin bref, une expérience artistique. Les deux, alors voir, ça relève de la démocratisation culturelle, enfin c'est de ce que Malraux attendait, ce qui puisse se passer, et on en connaît les limites. Faire, c'est effectivement, comme le pointait Jean-Pierre, c'est de l'éducation populaire, c'est l'expérimentation, c'est le fait que l'on passe soi-même par cette expérience ô combien nécessaire de faire. Mais il nous reste un autre paramètre qui est interprété, qui est celui qui va nous permettre de nous approprier d'un certain nombre de choses, d'avoir une distance critique, d'être dans la culture d'un art ou des arts. C'est une autre dimension, et là on voit bien que il y a des médiateurs culturels qui sont à même de faire ça, et d'autres qui ne le sont pas. Michel, Jean-Pierre, une réaction? Écoute, j'ai pas très bien saisi le sens de ta question, excuse-moi, mais... Différents intervenants, ça a été évoqué, c'est-à-dire un enseignant et puis un artiste, par exemple, ou parfois l'enseignant joue le rôle des deux, ce qui peut être le cas de candidats. Mais l'artiste, par exemple, quand il intervient dans un dispositif scolaire, par exemple, il n'a pas toujours cette capacité d'amener à la réflexivité. Et lui, il va dire, il va parler de sa démarche, il va montrer comment il fait, il va permettre de faire peut-être, mais comment on passe, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Moi, oui, bien sûr, mais je pense que oui, bien sûr, on peut demander à des gens qui font de la médiation de faire ce travail-là. Moi, je pense que c'est une problématique qui concerne un peu tout le monde. Pour moi, le médiateur, c'est plutôt quelqu'un qui va rendre possible les rencontres, qui fait en sorte que l'artiste, les enfants ou les adultes, on en parlera peut-être après, puissent à un moment se retrouver ensemble pour élaborer, pour faire quelque chose. Mais la question critique, elle concerne tout le monde. Je pense que les artistes, comme les enseignants, ne peuvent pas non plus se dédouaner de ce positionnement-là. Ça fait partie du travail éducatif. Chaque fois que nous faisons si je puis dire, un mouvement éducatif, si je puis dire que nous faisons quelque chose avec des gens dans une situation éducative, c'est le travail de chacun d'entre nous d'avoir ce positionnement-là. Moi, c'est une réflexion qui me vient souvent dans les lieux, y compris dans les lieux de la difficulté où je travaille, comme on les appelle, malheureusement, c'est qu'on peut aussi réintroduire de la domination. On peut réintroduire parce que nous savons à la place des autres, parce que nous avons des méthodes et des moyens. Et c'est vrai, nous prenons des décisions à la place des autres. Je pense que ça commence là. Qui fait quoi? Comment est-ce qu'on organise les choses? Qui décide ne serait-ce que le travail qu'on va entreprendre, la manière de le faire. Enfin, il y a plein d'exemples aujourd'hui où des artistes ou des équipes se mettent en position d'organiser une réflexion qui soit respectueuse de la dignité des personnes, qui soit pas dominante je dirais au second degré, et qui permettent précisément par le travail de faire cette réflexion critique. Il me semble que, pour moi, je vois pas comment on pourrait faire un travail culturel qui serait pas en même temps un travail critique, et encore moins quand on embarque les gens dans un processus de création. Que serait une création qui s'interrogerait pas? Qu'est-ce que serait qu'un professionnel qui interviendrait dans ces endroits et qui n'engendrerait pas un processus de réflexivité? Je pense que, oui, tu as raison, mais c'est pas toujours comme ça. Mais je pense que c'est ça qu'il faut mettre en place. D'où l'importance d'une formation aux pratiques artistiques et culturelles, non seulement pour les enseignants, mais pour les artistes. Et effectivement, probablement pour des médiateurs qui aient un rôle spécifique à jouer, pour moi, dans la mise en œuvre de l'ensemble.
la rencontre de l'ensemble de ces participants. Là encore, je pense qu'il y a beaucoup de formations à la médiation. On pourrait réfléchir sur les contenus de ces formations, sur leur professionnalisation en particulier, qui me pose parfois question, qui irait au fond dans ce sens-là. Donc oui, la dimension critique, elle est fondamentale, mais tellement fondamentale qu'elle ne peut pas ne pas avoir lieu et qu'on doit tous en avoir conscience, pour le répéter ainsi. Tu permets ? Oui, bien sûr. Oui, alors j'ai compris ce dont tu voulais parler. Alors, enseignant, quand même, c'est un métier. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, l'idée, c'est de penser que l'école et la culture doivent interagir. Alors, enseigner, les gens apprennent comment on enseigne aussi. L'artiste, lui, propose son art, et la médiation, c'est essayer de faire se rencontrer les deux. Et le mieux aussi, c'est de se faire rencontrer, si on parle de l'école, les enfants avec les deux autres, avec l'enseignant et l'artiste. Alors, la perspective et la critique, bien sûr, parce que, à mon avis, c'est le principe fondamental de l'école, c'est d'ouvrir à l'esprit christique. Alors, la culture permet ça. Tout à l'heure, effectivement, il a été dit qu'on prenait la culture pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire seulement un produit de consommation courante ou un produit pour les télévisions et autres choses, un produit de consommation, mais pas un produit d'émancipation et un produit d'élévation. C'est pas un produit du tout d'ailleurs. Une entité qui permet d'élever, donc de critiquer. Et pourquoi? Parce que c'est le principe de la création, c'est de critiquer et de mettre en perspective, de manière à recommencer un cercle vertueux vers la création. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre comme un instrument très très jeune, de manière à pouvoir manier aussi cet esprit critique dans un esprit d'ouverture, c'est-à-dire de savoir aussi accepter la critique et pouvoir aussi la proposer d'une manière constructive quelque part. Et par contre, le médiateur, c'est celui, s'il y a un médiateur, c'est celui qui va essayer de faire le lien entre l'enseignant et l'artiste, parce que l'artiste et l'enseignant ont deux façons de faire effectivement aujourd'hui différentes. Alors que l'enseignant a une formation artistique amplifiée, d'accord, mais lorsqu'il va se proposer en médiation vers un artiste, la proposition artistique de l'artiste lui-même ne concerne quelque part que lui et il la propose. Donc voilà, donc tout ceci c'est quelque chose à inventer et il faut commencer un jour pour pouvoir se mettre en perspective et pour pouvoir co-construire ceci. Et je pense aussi avec les enfants. Et je pense que et là, à l'école, et même chez les adultes dans l'éducation populaire, je pense que les enfants nous aideront beaucoup là-dessus, et dans l'éducation populaire aussi, puisque le principe de l'éducation populaire, c'est aussi, quelque part, d'apprendre par soi-même et par ses pairs. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, cette co-construction, les choses vont pas se faire en un jour, malheureusement, hein, mais les choses vont pas se faire en un jour. Il y aura une co-construction collective qui se mettra en place, et en gardant toujours en ligne d'horizon cette problématique de perspective et de critique pour aller plus loin. Oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec ça. C'est que pour moi, l'art, déjà, ça commence par l'art de parler et aussi l'art, comment je parle aux enfants et comment je leur permets de me parler aussi. Il faut que, c'est pas parce qu'on est adulte et qu'on a un petit, il faut avoir ce respect d'abord, et puis par ce respect, il y a une complicité. Et c'est par l'art, donc il y a l'art de parler et puis l'art de l'écoute. Et là déjà, on est dans l'art de scène, dans l'artistique, dans le théâtre. Et d'accord, rien ne se fait en un jour, mais tous les jours, on peut introduire, que ce soit une activité artistique, que ce soit vraiment de la peinture, que ce soit un petit court-métrage, que ce soit des projets, pour que ces enfants ils aient un œil critique, mais aussi un œil esthétique sur le monde, mais un œil critique dans le sens, j'ai moi aussi une opinion, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enseignants qui se mettent à un stade quand même un peu plus, moi je suis enseignant, toi tu es l'élève, toi tu es l'étudiant. Et c'est bien, il y a une hiérarchie, c'est sûr, mais il faut quand même permettre à ces enfants, si eux, ils ne savent pas argumenter, on ne leur laisse pas la liberté et on ne leur donne pas une voix,
Bah, si on veut raccourcir des cours à l'université, que ce soit au lycée, comme au Luxembourg a déjà été parlé, qu'on voulait abolir certaines matières comme certaines matières artistiques, pour moi, ça explose dans ma tête. Euh, la communication, et le respect d'autrui se passe par la critique, mais aussi par l'acceptation quand on se fait critiser, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et de renforcer avec les arts, avec cette liberté que je leur laisse, les enfants, ils se sentent libres à un moment donné de me dire aussi, attends, maîtresse, est-ce que je peux vraiment m'expliquer comment on fait ceci et cela? Et se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre quand quand je fais des petits courts-métrages avec eux, quand ils font les danses devant les parents, j'envoie aux parents chaque semaine des films, des petits films qu'on fait comme ça ensemble, mais il y a vraiment des réelles histoires improvisées, n'avoir pas à avoir peur, parce qu'on en va en faire des adultes par après. Et ces adultes, ben, nous tous, on a été petits, nous tous, on a été, ou bien on a eu ce droit fondamental, ce droit d'être enfant, mais d'avoir aussi un droit de parler. Et par ça, je voudrais encore rajouter que, par exemple, la Reggio Emilia, c'est un village en Italie. Là, c'est vraiment, ça va du petit cycle au cycle le plus haut. Et là, c'est vraiment une école où on a 6 enfants par groupe. Là, on va dire, waouh, 6 enfants, parce qu'on a des classes de 20, 26 enfants. Mais chacun a ses matières. Donc, il y a des jardiniers, il y a des atelieristas, ce sont donc des artistes, et ils sont là tout le temps. Et même que ce soit les femmes de ménage ou les cuisinières ou les cuisiniers, ils font partie de l'équipe. Les enfants vont là, ils cuisinent. Et c'est quelque chose, quand j'y suis allée de voyage et j'ai fait des formations de 2 ans, ça m'a ébloui. Donc j'ai essayé de ramener ça dans ma petite classe. Et le fait d'être toute seule, oui, c'est pas toujours facile, mais quand il y a la volonté, ben, on peut y arriver. Alors, je crois qu'on est tous d'accord, hein, c'est essentiel. Il n'y a pas que nous qui le disons, hein, c'est les ministères de la culture en France le répètent depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années. L'éducation artistique et culturelle doit être une priorité. Alors, où est le malentendu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, effectivement, avons-nous si peu de dispositifs dans le milieu scolaire? Et même au-delà, hein, puisqu'on se rend bien compte que éduquer à l'art, éduquer par l'art, ça concerne aussi les adultes, tous les publics. Hein, donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi comme le dit Jean-Gabriel Carasso, y a-t-il ce malentendu dans ce domaine? Michel? Oui, bien entendu, surtout sur ce qui se fait. Mais je reviens sur ce qui a été dit par monsieur. Oula, j'ai un superbe écho. Et ce qui a été dit par monsieur, il doit y avoir un micro d'ouvert quelque part, hein. Et ce qui a été dit par monsieur, donc, on prend la culture, l'action culturelle comme un loisir ou comme un divertissement ou des choses comme ça. Donc, l'école et le ministère de l'Éducation nationale, lui, l'a pris comme tel, c'est-à-dire que ce sera quelque chose d'optionnel ou des choses comme ça, alors que c'est la culture est quelque chose d'essentiel, c'est la construction de nos sociétés. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, on saupoudre, on dit, Blanquer a dit, suivant le discours de Macron, il y aura 100% des élèves qui auront un objectif d'action de l'éducation artistique et culturelle d'ici la fin du quinquennat. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire 2 heures d'options et on saupoudre quelques initiatives nationales. Mais ça, ça n'apporte rien du tout. C'est très très loin de favoriser le goût artistique pour les élèves dans des établissements scolaires qui, eux, en plus, ont des contraintes financières et comptables très très strictes et qui obèrent complètement les possibilités de développement culturel. Et puis, il y a pire, la réforme du baccalauréat, là, en ce moment, qui est menée un tambour battant, c'est la suppression des filières de manière, disent-ils, à offrir une offre d'options possibles très très large. Eh bien, le résultat, c'est que l'effet
qui a été visualisé là est complètement contraire à celui escompté. Donc ça veut dire que on a complètement annihilé toute pratique artistique, et c'est-à-dire qu'on demande aux élèves de choisir ses options dès le départ. Donc ça veut dire, in fine, de se spécialiser. Une fois qu'on a mis des croix dans des cases, on peut plus faire d'autres activités. Et notamment lorsqu'on a choisi lorsque les élèves ont choisi des options qui concourent au développement de leur filière, parce qu'en fait, ce qu'ils font. Ce que font les élèves, c'est qu'ils essaient de recréer ce qu'a supprimé le ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire que eux, il s'agit de leur avenir, donc du coup, ils créent leur filière en piochant dans des options. Mais le ministère, lui, il a supprimé la filière. C'est-à-dire, quand il y avait une filière artistique, ben, il l'a supprimée. Et en fait, on demande aux élèves de se spécialiser. Comment se fait-il qu'avec tous les documents, tous les dossiers qui remplissent les armoires du ministère, toutes les études qui ont pu être faites et avec lesquelles nous sommes entièrement d'accord, une charte pour l'éducation artistique et culturelle en 10 points que tout le monde valide, comment se fait-il, et qui prétend nous amener à 100% éducation artistique et culturelle, comment se fait-il que nous en sommes là? Michel Larive l'a dit, je crois, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une rupture entre le discours et un discours de surface et un discours en profondeur. C'est-à-dire que il me semble que la conception globale de la culture qui est à l'œuvre dans tout ce qui se fait aujourd'hui dans plein de sociétés occidentales, pour le dire comme ça, est du même type. C'est-à-dire que, oui, il y a le discours éducatif, la culture pour tous, mais c'est pas par hasard si ça ne va pas bien plus loin que le discours. C'est qu'en fait, la conception même de la relation à la culture est une relation, comme je le disais tout à l'heure, de consommation ou de confiscation. C'est-à-dire que personne, à mon avis, n'a la volonté d'utiliser la culture comme un outil réel d'émancipation. D'autant que c'est assez clair depuis un certain nombre d'années que là où le travail artistique et culturel a lieu, il se produit des choses qui vont contester des éléments fondamentaux de notre organisation sociale. C'est des endroits où et peut-être qu'on ne le fait encore pas assez à mon goût, on doit expérimenter la non-verticalité, on doit expérimenter la réciprocité, on doit expérimenter la qualité des relations. Enfin, si vous faites la liste de toutes les choses qu'on peut expérimenter dans un travail, moi je fais du théâtre, donc ce qui se passe avec un groupe quand on répète, quand on travaille ensemble, quand on décide ensemble, on expérimente des modes de vie collective qui sont tellement parfois contradictoires avec ce qui nous entoure, qu'on comprend bien que là on fait, pour moi d'une certaine manière, œuvre de résistance. Mais cette résistance, je pense que nos sociétés n'en veulent pas. Elles ne veulent pas que la culture soit un outil d'émancipation. Elles ne le veulent pas. Ça ne les arrange pas. Et pour l'éducation, c'est la même chose. On privilégie les éducations formelles, on privilégie l'air de rien, ce qui va, et on comprend dans la société qui est la nôtre, on privilégie ce qui va aller vers l'emploi, ce qui va aller vers des formations qui vont permettre aux gens de trouver de la place dans les entreprises. C'est bien naturel, c'est comme ça que c'est organisé. Alors qu'est-ce qui reste pour le reste du travail? Ça reste de l'informel, du global, ce qu'on appelait à une période, vous vous rappelez, la culture générale, c'est-à-dire quelque chose qui est un petit peu comme ça, nécessaire, qui est en fait un outil de distinction sociale, plus qu'autre chose. La culture dont nous parlons, c'est pas tout à fait ça. C'est un lieu pour moi d'expérimentation de ce que ça peut être pour une femme ou un homme, être sujet dans une société. Et sujet, comme je le disais plus tôt, acteur, c'est-à-dire quelqu'un qui s'engage et qui sait de manière critique comment il s'engage, à quoi il s'engage et vers quoi il s'engage. Mais ce travail-là, quand Paulo Freire dit à propos de l'éducation, personne n'éduque personne, chacun éduque chacun par l'intermédiaire du monde, il faut prendre acte de ça, c'est révolutionnaire. Quand Candida, elle parle de ces écoles où on met en résidence, en présence des artistes, des jardiniers, des professeurs, mais là on commence à toucher à l'idée d'une école idéale, je ne sais pas, mais d'une véritable école, parce qu'on a besoin de tous ces acteurs ensemble pour accompagner l'éducation des enfants, d'accord, et des adultes, on en dira peut-être un mot plus tard. Ça m'a fait penser, ce que disait Candida, à ce qu'avait développé Fernand Houry il y a fort longtemps, qui s'appelait la pédagogie institutionnelle, et son frère Jean autour de la psychothérapie institutionnelle. C'est un exemple. Quand Houry, parlant de la psychiatrie, dit à l'hôpital, on doit soigner dans les couloirs, le cuisinier, la femme de ménage sont des soignants, tout le monde contribue à l'acte thérapeutique
qui est nécessaire dans ces établissements, on pourrait dire la même chose dans les lieux de l'éducation. Chacun de tous ceux qui sont impliqués, qui travaillent dans la coéducation des enfants, sont responsables d'une certaine manière d'un endroit de l'éducation de tous. Et cette éducation, elle est réciproque. C'est pas parce qu'on est professeur qu'on continue pas à apprendre, hein, Candidat l'a bien dit. C'est pas parce qu'on est directeur d'école qu'on continue pas constamment à apprendre. C'est pas parce qu'on est artiste qu'on continue pas à transformer ses pratiques artistiques et son rapport au monde. Donc, moi, j'ai une image. Moi, l'école m'a transformé. Je suis né dans un endroit où c'est l'école qui vous faisait avancer. C'est pas la fortune des parents. Donc, l'école, quand ça fonctionne, est un outil extraordinaire. Je pourrais dire sur ce que la culture fait quand on travaille en prison, quand on voit ce qu'on peut faire avec des détenus qui n'ont jamais mis les pieds à l'école ou très peu, et quand ils découvrent la culture, quand ils découvrent la littérature, c'est tellement émouvant de voir que c'est possible d'apprendre à tout moment et d'apprendre parce qu'il y a autour toute une sorte d'écosystème qui se met en place pour que ce soit possible. Donc c'est notre responsabilité politique, globale, collective. C'est de créer l'écosystème qui va permettre à ces apprentissages de se faire. Mais à condition d'accepter ce que j'ai dit sur la nature même de ce que la culture fabrique. D'accord ? C'est pas, encore une fois, le supplément d'âme. C'est pas le haut de la pyramide de Maslow. Quand on a résolu tous les problèmes vitaux, alors on peut commencer à se cultiver. Moi, j'ai travaillé avec des sans-domicile. Ils ont autant besoin de manger, de s'abriter que de culture. Autant. Ni l'un à la place de l'autre, ni l'un avant l'autre. Donc, mais c'est vrai de tout sujet humain. Nous avons tous besoin de ça pour exister au monde, exister vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà. Merci de ce rappel et que vraiment il y a quelque chose de révolutionnaire là dans le fait de vouloir d'avoir cette volonté politique que l'éducation artistique et culturelle soit au cœur même de la société parce que c'est ce qui va permettre aux personnes de s'émanciper et de faire société aussi. Et de faire société, oui. Oui, justement, sur la naissance de l'éducation populaire, la renaissance, si je puis dire, après-guerre. Qu'est-ce que disent les gens après la guerre ? D'abord, ce sont souvent des gens de la culture, du monde de la culture, qui font revivre des ateliers de production, des ateliers de réalisation, ce sont des comédiens, ce sont des musiciens, qui disent quoi ? Ils disent « plus jamais ça ». Comment est-ce qu'on va faire pour que ce qui s'est produit en Allemagne, en Europe, dans les années 40, ne se reproduise plus ? Eh bien, ça passe par la culture. Ça passe par le théâtre, ça passe par la musique, et par des lieux, par des rencontres qui vont faire qu'on va embarquer les gens. Le fameux peuple, hein, ce mot qu'on n'ose plus prononcer, on va l'embarquer pour que ce qui ne puisse plus être pris dans toutes les pensées, dans toutes les actions qui ont été celles dont ces gens ont été témoins. Donc, il faut toujours penser à ça. C'est-à-dire que c'est par la culture que l'éducation populaire, pour moi, a pris la position qu'elle a pris, la position révolutionnaire qu'elle a prise. Après, bon, elle s'est professionnalisée, elle était aussi absorbé par le système. On est passé à la culture loisir dans les belles années. On se disait effectivement, à 35 ans, on sera à la retraite, et puis on pourra aller au cinéma, faire du théâtre, aller à la plage, ce qui est évidemment complètement fou. On le sait malheureusement bien, et heureusement, j'allais dire, parce que je ne suis pas sûr que j'aurais eu envie de vivre dans cette société de loisirs. Mais l'idée que d'abord, c'est transformer le monde. C'est ça qui est en jeu. Transformer le monde et faire en sorte que les gens se transforment, pas les transformer, qu'ils se transforment. C'est ça l'émancipation. Oui, qui est la volonté déjà chez des petits, chez des jeunes, voilà, de se transformer. Et c'est pour ça qu'en tant que personne, que ce soit en tant que citoyen, au moins en tant qu'institutrice, se mettre un peu dans la peau de chacun, enfin d'ouvrir ce monde à ces petits pour qu'ils aient cet éveil de s'ouvrir à ce mélange exquis, je veux dire, d'individus et de situations. Voilà, j'ai formé des médecins, j'ai formé une écrivaine, une femme écrivaine, j'ai formé... Donc, ils se sont... quand on pense que ça fait maintenant 25 ans, voilà. Donc, c'est comme une petite graine, et puis après... Il y en a qui poussent, il y en a qui ne poussent pas. Mais ceux qui ont envie de se pousser, il faut leur laisser cette place pour s'émerveiller. Et c'est pour ça qu'en tant que... Moi, cette prise de conscience dont je parlais au début, me mettre à la place, que ce soit d'un... voilà, pour faire les sciences, pour faire les activités, que ce soit du théâtre. Mais on a tous... Par exemple, un iPhone, un Samsung, on peut tous filmer des enfants, on peut tous créer des choses.
et laisser de cette place à ces petits. On a des livres, jouer une scène, improviser, continuer et se mettre dans la peau des autres pour qu'ils puissent vraiment se délaisser de cette peur et avoir l'esprit critique pour les autres et avoir cette liberté pour eux-mêmes. Je crois que je me revoilà. Oui. Michel. Je vais vous dire que j'ai été très loin. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Ah, maintenant, c'est moi qui vous entends plus. Daniel? Donc, peut-être. Ça y est. Ça va? C'est bon? Oui, vas-y, je t'entends. Bien. Alors, bien, écoutez, merci pour ces témoignages. Bon, et on sait qu'il y a des énergies partout pour que ça puisse exister concrètement et vraiment dans toute sa dimension. Et on voit bien que qu'il faut une volonté politique pour que ça puisse réellement se mettre en place et que ces rhizomes se propagent partout. Partout où il y a des hommes, des femmes, des enfants, voilà. Ça, c'est assez... Alors, on a les outils, tout est là. On a des hommes, peut-être encore faut-il en former davantage, parce que si on a cette ambition de 100%, évidemment, ça veut dire qu'il n'y aura pas assez d'artistes pour aller dans chaque classe, dans chaque établissement, dans chaque prison, dans chaque EHPAD, voilà, dans tous les établissements qui méritent d'avoir cet accès. Peut-être. Est-ce que je peux... Oui, bien sûr. Une petite conclusion? Ah, putain. Non, j'y arriverai pas. Oh. Ah, vas-y, Daniel. Excuse-moi de t'avoir coupé. Voilà, en fait, c'était Michel, si tu aurais pu nous dire quelles étaient les propositions de la France insoumise pour la mise en place, effectivement, d'une volonté politique forte dans ce sens. Oui, très vite. C'est de faire une véritable politique éducative à la maternelle, de la maternelle à l'université, bien entendu. Le jumelage, par exemple, avec des lieux artistiques. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que aller faire une médiation avec les lieux artistiques, il n'y a aucun problème à partir du moment où les lieux artistiques existent. Je suis dans le département de l'Ariège. Ici, en Ariège, il n'y a pas un bâtiment où il est inscrit au fronton théâtre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que on a beaucoup d'artistes, mais on a peu de lieux culturels. Il n'y a aucun musée national en Ariège. Donc à partir de ce moment-là, réinventons-nous. Et je voudrais conclure là-dessus pour revenir sur ce qui a été dit au début. Il s'agit bien de consacrer le lien fondamental entre l'école et la culture, parce qu'un corps social privé de culture meurt, tout simplement. La culture, c'est une alimentation comme les autres, et qu'elle s'adresse à l'esprit plutôt qu'au corps, ça n'enlève rien à son impératif. Parce qu'elle porte en elle, et ça a été très très bien dit, une part de notre humanité, elle constitue, et on en a bien besoin aujourd'hui, une antidote absolue à tous les obscurantismes. Et c'est dans cette optique, nous, d'une 6e République que nous appelons de nos voeux, que nous disons que il n'est pas de liberté sans culture. Donc il n'est pas d'avenir sans culture. Et encore moins en commun. Eh bien, peut-être quelques petits mots de conclusion, justement. Jean-Pierre Ben moi, effectivement, je vais conclure. Ben voilà, Michel a parlé de lieux de théâtre. Effectivement, dans mes années à venir, j'aimerais bien, parce que je suis dans une école où il y a dans un village où il y a une petite école, sauf que effectivement, il y a ce manque de place où même des enfants, voilà, comme ils vont à la gym, qu'ils vont faire du basketball et tout ça, il manque un petit lieu où on peut inviter les jeunes, qu'ils ont 5 ans ou qu'ils aient 15 ans, de venir faire un petit peu de théâtre et même un petit peu de danse. Et effectivement, il manque de lieux.
Ce que je peux dire aussi, c'est que ce lieu, c'est ma salle de classe et elle fait de tout. J'ai fait du yoga, de la méditation, du théâtre. C'est vrai que c'est petit et que si on ne demande pas à ces, par exemple aussi à notre ministère qui met déjà beaucoup de choses en place côté culturel, mais quand même, faut pas s'arrêter de demander, faut pas s'arrêter à dire c'est ce qu'on pense pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui veulent, mais qui n'osent pas demander. Voilà, des enseignants, que ce soit des citoyens. Donc il faut ouvrir un petit peu sa petite bouche pour arriver. Et c'est ce que j'instruis aussi aux petits pour pouvoir s'exprimer. Voilà. Je vais rebondir aussi sur cette question des endroits pour faire dont on parle. C'est vrai que on doit lutter contre les séparations. En fait, on s'aperçoit qu'on se bat constamment contre des frontières qui nous empêchent de travailler ensemble, d'être ensemble. On a besoin d'inventer des lieux de vie. D'accord ? Des maisons pour tous, j'en sais rien. Enfin, que les lieux de culture soient des lieux de vie et des maisons pour tous, qui s'appellent théâtre, qui s'appelle musée, ou peu importe. Hein. Il faut retrouver ça, il faut retrouver ce souffle, d'accord ? Ce souffle qui nous fasse sortir de l'ascèse dans laquelle on nous a plongé, d'une espèce de culture dominante qu'on regarde d'en bas en étant extrêmement honteux et respectueux de ne pas la connaître aussi bien, mais être en capacité d'y aller et d'en fabriquer. Et il faut des lieux pour ça. Alors le lieu dont je m'occupe à Paris, je l'ai débaptisé en disant c'est aujourd'hui une zone d'art libre, éthique et solidaire. D'accord ? Et je pense que tous ces mots-là peuvent aller ensemble dans les espaces dont on parle. D'accord ? C'est aussi ça qui fera on ne les considérera plus comme des lieux de dégustation, d'accord ? Mais comme des lieux de vie. La culture ne pointe ça, elle pointe que c'est de la vie dont il est question, c'est nos vies dont il est question, et comment on les interprète, nos vies. Hein. Ce mot-là est effectivement très important, il n'est pas réservé à l'interprétation dramatique. Nous interprétons tous nos vies. Donc ces lieux-là, il faut les fabriquer, il faut les faire vivre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est très compliqué d'ouvrir des lieux comme cela, je sais de quoi je parle. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit possible ? L'école pourrait être aussi un lieu, doit être un lieu de vie qui ressemble aussi à ça. Alors, évidemment, c'est très utopique, mais je pense que ce sont ces utopies-là qui nous guident, hein, en se disant que par le travail de la culture et de l'art, nous pouvons dire ce qu'il faut pour que nous puissions avancer ensemble. Nous sommes en capacité, avec ce dont nous disposons, tu as raison de le dire, Daniel, nous sommes en capacité d'ouvrir des espaces dans lesquels on peut être des sujets. Nous, que ce soit des enfants ou des adultes, on peut être des sujets. Qu'on soit en prison ou qu'on soit ailleurs, on peut être des sujets. Moi, je travaille aujourd'hui dans des EHPAD pour aller rencontrer des résidents, mais aussi les professionnels. Ces lieux devraient être des lieux de culture, mais ça saute aux yeux quand on y entre. Hein. On a en face de soi des gens qui sont porteurs de toute une histoire, qui sont porteurs eux-mêmes de cultures multiples et plurielles. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas mobiliser cela, même s'ils sont dans des situations compliquées, difficiles, parfois douloureuses. On peut démontrer, ça se démontre qu'il y a des choses qui sont possibles, y compris dans ces espaces de la difficulté. Alors, moi, j'aurais envie de conclure par une toute petite phrase qu'un de mes amis m'a rapportée de la fin de la leçon inaugurale de Patrick Boucheron au Collège de France en 2015. Il dit « Si nous voulons faire face à l'avenir, il nous faudra être calme, divers et exagérément libre. » Merci Jean-Pierre. Merci à tous. Et franchement, je suis ravie qu'on ait pu aborder ce sujet et qu'on conclue sur cette belle idée de créer des lieux, d'inventer des écosystèmes qui nous permettent effectivement de bien vivre, de mieux vivre. Et je suis toujours très sensible à la citation de Robert Filiou qui disait « L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. » Merci à vous. Merci.